Vu du grand public, le spatial, c'est SpaceX et Elon Musk. Quand on est dans le métier, quand on est dans le secteur de l'espace, c'est forcément plus complexe. Mon invité est l'un des pionniers du spatial européen. Son objectif, amener sur le pas de tir en moins de 4 ans un mini lanceur de fusée réutilisable et éco-responsable. Son approche, on ne fait pas le plus beau lanceur côté ingénieur, mais le plus beau lanceur côté business, côté économique. Sa prédiction, à l'horizon visible, la seule planète habitable pour l'homme, ce n'est pas Mars, c'est pas la Lune, c'est bien la Terre. Bonjour à mon invité, Johan Leroy. Bonjour Thomas. Tu es le CEO de MySpace. J'espère qu'on va faire le tour de la boîte, le tour du business et peut-être le tour de la galaxie. Peut-être pas si loin. Oui, je On serais peut tout ravi de promettre. faire ça avec toi. Eh ben, on envoie. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Il n'y a donc pas qu'Elon Musk, il n'y a donc pas que SpaceX, il y a encore du spatial européen avec un peu d'ambition. Oui, je confirme. Et je veux plus que tu confirmes, je veux que tu nous racontes. Ok, donc je peux parler un petit peu de MySpace. La société a été créée en avril 2022 et comme tu l'as précisé... C'était hier, mais en même temps, quand on se retourne, on se rend compte du chemin qu'on a déjà parcouru. On a déjà parcouru beaucoup de chemins parce qu'en réalité, on est à plus de la moitié du chemin, hein. Comme tu l'as dit dans ton introduction, notre objectif, c'est d'amener notre premier lanceur sur le pas de tir en 4 ans. Pour beaucoup de gens, 4 ans, c'est long, mais sur un sujet comme celui-ci, j'ai l'impression que c'est extrêmement rapide. Oui, et je confirme le développement d'un lanceur... Pas uniquement de ce côté-ci, d'ailleurs, de l'Atlantique, hein. On a beaucoup dansé le temps mis pour le développement d'Ariane 6, dont le premier tir a eu lieu cet été avec succès. Mais Ariane 6 a pris 10 ans de développement. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, en réalité, ça prend beaucoup plus que 4 ans. Notre objectif, c'est d'y arriver en 4 ans. Et on pense qu'on peut y arriver... pas seulement parce qu'on est bon, mais aussi parce qu'on applique une recette particulière qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite que ce que tous les autres ont fait jusqu'à présent. Et alors, comment et pourquoi ? Quel est l'objectif ? Alors, comment déjà ? En ne réinventant pas la roue. Beaucoup de projets qui se sont lancés ces dernières années en Europe ou ailleurs dans le monde ont pour objectif de repartir de zéro. Et forcément, quand on ça prend plus de temps. Ça prend du temps. Nous, on a fait un choix. Tu peux donner des exemples très concrets qu'on peut projeter pour quelqu'un qui connaît rien à l'espace, quelqu'un qui connaît rien à votre métier de lanceur ? Par exemple, pour pouvoir avoir un lanceur performant, il faut un moteur de fusée. Et développer un moteur de fusée, quand on part de zéro, ça prend typiquement 10 ans. Donc, si on avait voulu développer par nous-mêmes le moteur de fusée, ça nous aurait pris vraisemblablement 10 ans. Le choix qu'on a fait, c'est de s'appuyer sur l'expertise européenne existante, hein, et notamment celle de notre maison mère, Ariane Group. Et on s'est placé dans la position de client de notre maison mère. On va acheter le moteur que Ariane Group dont Ariane Group avait commencé le développement avant même la création de la société, de sorte que ce moteur pourrait être livré, certes après 10 années de développement, mais seulement 4 ans après la création de la société. Donc il y a ce premier besoin, c'est avoir un moteur. Oui. D'autres choses qui ont pu être testées en Europe que tu évoquais, c'était quoi l'approche qui n'a pas fonctionné ou qui du coup, par contre, est encore en cours de développement ? Si je prends l'autre spécificité de notre lanceur, une des grandes spécificités de notre lanceur, hein, c'est qu'il va être réutilisable. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a prévu de récupérer le premier étage de notre lanceur sur une barge en mer. Ça, maintenant, tout le monde est à peu près habitué, tout le monde a vu les lancements. Alors là, c'est pas le fameux bras qu'on a pu voir avec SpaceX qui retient l'étage de la fusée. C'était les premières générations. Voilà, la génération actuelle, hein, qui est le seul lanceur dont le premier étage est récupérable est américain. C'est le lanceur de SpaceX, hein, qui s'appelle le Falcon 9.
Et le principe de la récupération, hein, c'est de poser le premier étage soit sur une barge en mer, soit sur le pas de tir depuis lequel la fusée a décollé. Donc dans notre cas, à nous, étant donné les spécificités de notre lanceur, on a prévu de faire atterrir le premier étage sur une barge en mer à quelques centaines de kilomètres des côtes. Notre lanceur sera lancé depuis la Guyane française, hein, depuis Kourou, le port spatial européen. Et donc pour réussir cet exploit, hein, de viser une barge de quelques dizaines de mètres de côté, pour réussir cet exploit de rallumer les moteurs et de ralentir suffisamment l'étage pour qu'il se pose à la verticale sans souci, il y a besoin de maîtriser un certain nombre de technologies. Et ces technologies-là, pour les maîtriser, il faut objectivement plus que 4 ans aussi. Donc là, c'est un peu la même chose. Si on avait décidé tout seul dans notre coin, en repartant de zéro, de mettre au point l'ensemble de ces technos, on n'aurait aucune chance d'être sur le pas de tir en 2026. Eh bien, un peu comme pour le moteur Prometheus, hein, le choix que l'on a fait, c'est d'aller voir quelles étaient les expertises existantes en Europe et de voir si on pouvait s'entendre avec les gens qui avaient cette expertise, hein, plutôt que de recommencer par nous-mêmes. On a ce lanceur, il doit servir à quoi? C'est un premier exploit, ou en tout cas, c'est une première réalisation d'arriver à le créer, mais ensuite, derrière, il y a un business. C'est quoi les objectifs qu'il y a derrière? Donc l'objectif, hein, d'une fusée de manière générale, c'est de mettre en orbite des satellites. Les satellites, à quoi ça sert? En réalité, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à tout le monde aussi, hein. Tout le monde a en tête le GPS américain et de plus en plus, je l'espère, son équivalent européen, Galileo, qui nous permet, grâce à nos smartphones, de savoir où nous sommes et comment on peut aller D'un là où point A on à un point B, voilà. Donc les satellites, c'est ça sert à faire du positionnement, ça sert aussi à faire de l'observation météo, hein, pour prévoir avec de plus en plus de fiabilité le temps qu'il fera demain, pour prévenir, identifier les incendies de forêt le plus tôt possible, pour pouvoir les éteindre avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur, pour comprendre le changement climatique et donc s'y adapter, s'y préparer ou encore mieux essayer de lutter contre. Et enfin, les satellites, ça sert aussi à faire des télécommunications à haut débit, des télécommunications bas débit, hein, l'Internet des objets. Je crois que tu as reçu il y a quelques semaines ou quelques mois Eric de Carrel cela. de WeThings. Non, tu pensais à quelqu'un d'autre? Non, Exotech, pas Exotech, Exotrail? Non, alors Exotrail, c'est une société que nous connaissons bien. Dans le même aussi, métier, dont j'ai été l'administrateur même pendant quelques temps. Non, je pensais au projet Equineis d'Alexandre. Alexandre Tisserand, tout à fait. Et donc voilà, les satellites, ça peut servir aussi à cela. Et donc notre objectif avec notre fusée, c'est de mettre en orbite les satellites dont nous pensons qu'ils permettent de rendre la vie meilleure sur Terre d'un point de vue général. Comme tout business, il y a un avant, un après pour des consommateurs. Avant que vous arriviez, de toute façon, en ce moment, vous n'êtes pas encore en exploitation activité, commerciale. En exploitation commerciale. Comment on fait aujourd'hui? On se tourne vers la concurrence étrangère. Il y a quand même déjà des solutions en Europe qui existent. Oui, donc il existe des solutions européennes, hein, et en particulier le lanceur Ariane 6 que j'évoquais tout à l'heure. Le lanceur Ariane 6, il a plutôt pour vocation de lancer des satellites assez lourds, hein, des satellites qui sont mis sur l'orbite géostationnaire, typiquement. L'orbite géostationnaire, c'est une orbite qui est située à 36 000 km d'altitude et qui présente une caractéristique très intéressante, c'est que les objets qui sont placés à cette altitude-là, sur le plan de l'équateur, vont tourner autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne autour d'elle-même. Ce qui veut dire que lorsque on est sur Terre et qu'on regarde un satellite, il apparaît comme un point fixe. Ça permet de mettre en place des solutions notamment de communication avec des antennes fixes, hein, les fameuses paraboles que beaucoup de gens ont sur leur toit en Europe et dans le monde entier. Et donc, un lanceur comme Ariane 6, il est très adapté au déploiement de ces satellites-là qui font plusieurs tonnes, qui doivent être placés sur des orbites de transfert assez énergétiques. Et sur des orbites plus basses et avec des plus petits objets.
Oui, donc là, il y a plusieurs options. Les lanceurs lourds comme Ariane 6 font de très bons offices, hein, parce que lorsque on place des satellites sur des orbites plus basses, généralement, on a besoin de beaucoup de satellites pour pouvoir rendre le même service, hein, parce que s'il n'est pas à 36 000 km d'altitude, le satellite va défiler et donc il ne sera pas toujours visible depuis un point donné à la surface de la Terre. Donc si on veut pouvoir fournir un service 24/7, on a besoin d'avoir une constellation de satellites, de sorte que à n'importe quel instant, il y en ait toujours au moins un satellite en visibilité dans le OK. ciel. Et donc, s'il y a besoin de lancer beaucoup de satellites, même si ces satellites sont beaucoup plus petits, parce qu'ils ont besoin de beaucoup moins de puissance pour établir ce qu'on appelle un bilan de liaison satisfaisant, pour établir une communication, le nombre fait que ce sont des masses au global qui sont assez significatives à lancer. Et là, les lanceurs lourds, bien souvent, permettent de faire le travail de la manière la plus efficace. Mais les satellites, c'est pas uniquement des satellites géostationnaires, c'est pas uniquement des satellites de grosses constellations. Il y a les satellites d'observation que j'évoquais, il y a les satellites de qui font partie de petites constellations, comme l'Internet des objets. Et pour ce type de besoin-là, pour ce type de satellite, on a besoin de lanceurs qui sont moins capacitifs, hein, que les lanceurs lourds du type d'Ariane 6. Et donc, c'est là que nous arrivons. Il y a un autre, point, différenciant avec votre solution et tu l'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que c'est réutilisable. C'est pas qu'un enjeu, écologique, ça l'est aussi, c'est aussi un enjeu économique. Oui, exactement. Bah, c'est ça, hein, c'est les deux. On veut implémenter de la réutilisation pour le bénéfice écologique que ça présente, mais aussi parce que ça présente un bénéfice économique majeur. Et là, si tu m'autorises juste Ouais, bien sûr. en 1 minute à rentrer dans les détails, le bénéfice économique, il est évident lorsqu'on implémente la réutilisation sur un lanceur lourd. C'est évident parce que l'économie que tu réalises en récupérant ton premier étage est plus importante que la perte de performance engendrée par la récupération, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour récupérer le premier étage de ton lanceur, tu as besoin de carburant pour freiner. Ouais. Et ce carburant que tu utilises pour freiner le premier étage, c'est du carburant qui n'est pas disponible pour améliorer la performance de ton lanceur. Donc récupérer le premier étage, ça te permet de lancer des satellites moins lourds au final. Quand tu implémentes la réutilisation sur un lanceur lourd, comme je le disais, tu économises plus en récupérant ton premier étage que tu ne perds de performance en pourcentage. Et donc, ton coût par kilogramme lancé baisse. Donc ça paraît assez évident, hein, que Mmh. c'est la bonne manière de s'y prendre, de récupérer le premier étage de lanceur si tu veux être très compétitif. Quand tu implémentes la réutilisation sur un lanceur plus petit, moins capacitif, hein, du type de celui que nous sommes en train de développer, c'est moins évident. Parce qu'en réalité, l'impact en termes de performance, en proportion, est plus important que l'économie que tu fais en récupérant ton premier étage pour ton lanceur d'après. Ouais. Et donc, paradoxalement, récupérer ton premier étage, ça a plutôt tendance à faire augmenter ton coût par kilogramme lancé. Donc, économiquement, ça paraît pas évident. Sauf qu'il y a un autre bénéfice, hein, à avoir un lanceur qui est récupérable, c'est qu'en fait, quand tu peux récupérer ton premier étage, tu disposes en réalité de 2 produits pour le coût d'un seul, hein. On est en train de développer 2 lanceurs pour le prix d'un. On a la performance de notre lanceur lorsque on l'utilise, on le consomme dans son intégralité, et donc on utilise tout le carburant pour lancer le satellite le plus lourd possible ou le mettre sur l'orbite la plus énergétique possible. Et on a la performance du lanceur lorsqu'on récupère le premier étage. Et typiquement, il y a un ratio de 3 entre les deux, hein. Notre lanceur, quand on lance sur une orbite héliosynchrone, donc quand on vise les pôles en quelque sorte, qui est l'orbite typique pour les satellites d'observation, eh bien, il est capable de mettre 1,5 tonne sur orbite lorsqu'on utilise tout le carburant, mais il ne met plus que 500 kg en orbite, 3 fois moins, quand on récupère le premier étage. Je suis pas pardonne-moi, hein, je voudrais pas perdre, les auditeurs. En tout cas, moi, il y a une part où je suis pas sûr d'avoir compris. Ce que tu appelles performance, c'est, à l'instant T, ou c'est sur la durée, tu mesures, combien va te coûter ton
Ce qu'on appelle la performance, c'est la capacité d'emport de ton lanceur. Hein. Dire que mon lanceur a une performance d'1,5 tonne, ça veut dire qu'il est capable de mettre un satellite d'1,5 tonne sur une orbite typique à une altitude donnée, etc. Okay. etc. Et donc plus tu augmentes la performance, c'est-à-dire mettre 500 tonnes ou 1,5 tonne ou... Ça, c'est clair. Voilà, donc on a en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'on a 2 versions de notre lanceur suivant qu'on récupère ou non le premier étage. Et ça, c'est un avantage très significatif par rapport à tous les autres lanceurs qui n'ont pas cette faculté. Parce que si j'ai un satellite de 500 kg à lancer sur une orbite un peu spécifique et que je n'ai pas la capacité de récupération de mon premier étage, eh bien, je vais être obligé de le lancer avec mon lanceur qui a une performance d'1,5 tonne et je vais perdre, entre guillemets, une tonne de performance. Ouais. Si j'ai la capacité de récupérer mon premier étage, eh bien, au lieu de perdre cette tonne de performance, je vais m'en servir pour récupérer le premier étage. Et donc, je vais abaisser mes coûts et pouvoir proposer un prix beaucoup plus compétitif à l'opérateur de ce satellite de 500 kg qui n'a pas forcément envie de payer un lanceur qui a une performance 3 fois supérieure à son besoin. Et donc, c'est ça qui change tout. Certes, quand je lance un satellite de 500 kg avec la version récupérable de mon lanceur, mon coût par kilogramme augmente un peu, et donc mon prix par kilogramme augmente un peu, mais je suis capable d'être néanmoins pertinent sur ce marché parce qu'en récupérant le premier étage, je vais pouvoir abaisser significativement mes coûts et donc lancer plus régulièrement que tous les autres lanceurs qui n'ont pas cette capacité de récupération d'étage et donc atteindre de meilleures économies d'échelle, mieux amortir mon investissement initial, etc., etc. Sur un projet comme ça, au bout de combien de temps on projette une rentabilité entre tous les coûts de création, de conception, de mise en place? Enfin, j'imagine je projette ça sur des décennies comme ça, mais... On est dans une industrie à cycle long et une industrie très intensive en capital. Hein, donc, c'est typiquement 8 à 10 ans qu'il faut au minimum avant d'atteindre le point mort. Hein. On va commencer... Et dans notre cas... C'est pas tant que ça, 8 à 10 ans. 8 à 10 ans, c'est pas tant que ça, mais c'est avec nos propres économiques, si je puis dire, avec un temps de développement qui est très raccourci. Ouais. Parce qu'évidemment, si le temps de développement prend 10 ans, le point mort, c'est bien au-delà de 10 ans que tu vas le trouver. Comment toi, tu débarques dans une aventure comme celle-ci? Tu es passé en cabinet ministériel à Matignon, puis tu vas être directeur de la stratégie chez Eutelsat, c'est ça? Hein? Oui, tout à fait. Comment tu débarques dans ce monde et comment à la fin tu arrives à la tête de MaiaSpace? J'ai envie de dire que la transition, l'arrivée chez MaiaSpace est peut-être moins surprenante que mon atterrissage chez Eutelsat. Tu as été récupéré. Voilà, je suis tombé dans la marmite du spatial en rejoignant Eutelsat en 2010 et je me plais bien dans la marmite. Hein. Je suis convaincu que cette industrie a un avenir, que l'Europe a un avenir dans cette industrie. C'est une industrie aussi qui connaît un essor très important avec le développement d'acteurs privés, mais qui conserve une dimension institutionnelle et de souveraineté qui correspond aussi plutôt bien à mon profil. Hein. Tu as rappelé que je suis passé en cabinet ministériel. Avant cela, j'ai en réalité démarré ma carrière dans l'administration. Donc, je connais ces deux mondes, hein, le monde institutionnel et le monde du business. Et je pense que voilà, avoir un pied de chaque côté, c'est assez utile lorsqu'on est à la tête d'une boîte du spatial. Tu as parlé de souveraineté. Évidemment, c'est un sujet dans bien des domaines, mais pourquoi celui-ci est aussi clé? Bien, parce que l'accès à l'espace, c'est indispensable. Hein. On peut faire... beaucoup de choses avec des satellites. On peut donner accès à l'information. C'est la télévision, c'est l'accès à Internet. Il y a des satellites qui servent aussi à des fins de défense, potentiellement. Donc, c'est crucial
pour des États qui souhaitent que leur voix compte dans le concert des nations, d'avoir leur propre capacité. Qu'on leur coupe pas la vue parce que un individu à l'autre bout de la planète a décidé qu'il coupait la vue ou pas. Oui, alors ça c'est pour le spatial de manière générale. C'est important pour l'Europe et pour la France d'avoir ses propres satellites. Et donc, alors je ne sais pas si tu as suivi cette information, mais la Commission européenne a décidé de financer un programme appelé Iris Square, donc un programme de constellation de satellites pour assurer la communication sécurisée, donc ne pas être dans une situation de dépendance vis-à-vis de constellations qui seraient opérées par des opérateurs étrangers. Puis en l'occurrence, on pense à Starlink, non? Voilà, exactement. Donc c'est important en termes de souveraineté d'avoir ses propres satellites. Mais c'est aussi important, à des fins de souveraineté, d'être capable de lancer ses propres satellites ou éventuellement les satellites des autres. Parce que si on dispose de l'expertise dans un pays ou dans une région comme l'Europe de faire des satellites, mais qu'on n'est pas en capacité de manière indépendante, autonome de les lancer, eh bien, un satellite au sol, il est beaucoup moins utile que... Ça sert à rien d'avoir des lunettes si elles sont dans le dos, quoi. Voilà. Exactement, c'est ça. Pour quelqu'un, et j'en suis de complètement novice dans votre métier, qu'est-ce qui se joue en ce moment de manière très stratégique, business, entre tous les acteurs que vous êtes, alors peut-être déjà en Europe, mais plus largement au niveau mondial? Encore une fois, tout le monde imagine Elon Musk, SpaceX. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour qu'on fasse notre place, comme tu le disais? Je pense qu'on est en train d'inventer un nouveau modèle. L'Europe est en train d'inventer un nouveau modèle. Les lanceurs qui ont été développés à ce jour en Europe l'ont été très largement avec l'argent du contribuable. Et donc sous un pilotage par une agence qui s'appelle l'Agence spatiale européenne, qui regroupe l'ensemble des agences des pays européens ainsi que d'un certain nombre d'autres pays. Et donc, dans une logique très institutionnelle. C'est le contribuable qui finance le développement du lanceur. Et donc, ce sont les institutions qui décident la manière dont ce développement se passe, avec des règles qui se comprennent lorsque le financement est public, mais qui ne sont pas forcément adaptées à la performance économique. Je pense en particulier à ce qui s'appelle... à ce que l'Agence spatiale européenne appelle la règle du retour géographique, ou du juste retour géographique. Ça veut dire quoi ? Qui est une règle selon laquelle, si par exemple un pays comme l'Espagne finance 15% du programme Ariane 6, il faut que 15% de la charge de travail soit confiée à des entreprises espagnoles. Oui, c'est pas forcément le plus optimum. Voilà, parce que ça conduit à choisir les partenaires en fonction de leur nationalité et pas en fonction de leur capacité, compétitivité, etc., etc. Et ce modèle-là a, me semble-t-il, atteint ses limites et montre l'écart de compétitivité qui en résulte lorsqu'on compare le résultat avec ce qui a pu être fait dans d'autres contextes. Donc il y a un nouveau modèle qui est en train d'apparaître et c'est un modèle que nous testons grandeur nature chez MySpace, qui est un modèle où le développement est financé à 100% par des fonds privés. C'est Ariane Group, notre maison mère, et Airbus et Safran, qui sont les deux maisons mères d'Ariane Group, qui financent notre développement. Ce qui rajoute un challenge très significatif parce que voilà, pour ne pas perdre de l'argent et si possible pour en gagner, il faut non seulement vendre tes services de lancement plus cher que ça ne te coûte, mais il faut aussi, à chaque fois que tu réalises un service de lancement, rembourser une partie de ton investissement initial. Mais ça te donne beaucoup plus de levier parce que tu peux choisir tes partenaires en fonction de leur compétitivité et pas en fonction de leur nationalité. Et tu peux aller aussi beaucoup plus vite parce que c'est toi qui choisis en quelque sorte les risques que tu prends. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que même si les règles du jeu sont fondamentalement différentes, le résultat auquel on aboutit en termes d'empreinte géographique, d'empreinte industrielle, est finalement pas si différent. Tu veux dire sur la typologie des boîtes que vous faites bosser Sur la nationalité des boîtes. Le projet Ariane 6 est très européen parce qu'il est financé par beaucoup de pays européens différents.
Notre projet est également très européen. Plus de 50% de nos partenaires sont européens, non français. 40% de la valeur ajoutée de notre lanceur sera européenne, non française. Et on arrive à ce résultat non pas parce qu'il y a un financeur qui nous a dit il faut à tout prix que tu fasses travailler cette boîte-là, mais parce que on met en concurrence les différentes sociétés du spatial et de nouvelles sociétés. Et parfois, la compétition est remportée par un acteur français, mais assez régulièrement, elle est remportée par un Allemand ou par un Italien, par un Belge, par un Suisse, etc. etc. Tu le disais, en tout cas je le disais en intro, mais je reprenais tes mots, on a une vision qui n'est pas celle d'un un beau lanceur pour ingénieur, mais un beau lanceur business. Ouais. Ça se traduit par aussi le choix des matériaux. Ça se traduit par quoi? Alors déjà, ça se traduit par une vision. Au départ, le lanceur que nous sommes en train de développer, si je parle en ordre de grandeur, il va avoir une capacité d'à peu près 10%, une capacité d'emport d'à peu près 10% de celle d'un lanceur lourd. Capacité d'emport, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la masse du satellite que je peux lancer. Donc jusqu'à 1,5 tonne pour l'instant. Voilà, et plus quand on lance sur des orbites inclinées, mais là je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas perdre tout le monde. Donc on est sur à peu près 10% de la performance, et notre objectif c'est que notre lanceur soit 10 fois moins cher. 10 fois moins performant, 10 fois moins cher, ça veut dire que le prix au kilo, qui est un paramètre très important dans notre business, est inchangé. Ça peut paraître simple, et c'est simple formulé ainsi, sauf que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué à implémenter, parce que dans notre industrie, comme dans beaucoup d'industries, il y a des économies d'échelle. Et donc, ce qui signifie que faire un lanceur 2 fois plus performant, ça coûte beaucoup moins que 2 fois plus cher. Et dans l'autre sens, faire un lanceur 10 fois moins performant, ça coûte beaucoup plus que 10 fois moins cher si tu le fais de la même façon. Donc voilà, notre enjeu en termes de business, c'est de changer la manière dont on développe et de la manière dont on va produire ensuite pour compenser le déficit d'économie d'échelle lié au fait que notre lanceur est moins capacitif. Alors, quel apprentissage, nous, entrepreneurs, quels que soient nos métiers, on peut tirer des questions que vous êtes posées, des solutions que vous y avez apportées? Peut-être si j'essaie de prendre un petit peu de hauteur pour filer la métaphore, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est celle de la valeur que l'on peut proposer sur le marché. En proposant un petit lanceur, on apporte une valeur évidente sur le marché qui est celle de la flexibilité. Un satellite. Oui, et puis tout le monde n'a pas besoin de lancer un satellite tout là-haut qui pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà. Mais un satellite, par exemple, un satellite de 500 kg, il va avoir le choix entre plusieurs options. Soit il lance avec notre lanceur, et on va en profiter pour récupérer le premier étage. Ce que tu expliquais tout à l'heure. Soit il va privilégier un lanceur lourd, mais en devant accepter par conséquent de partir avec plein d'autres satellites. Parce que le lanceur lourd, du fait de ses économies d'échelle, peut proposer un prix au kilo plus faible, mais à condition qu'il les vende tous ces kilos-là. Il ne va pas partir uniquement avec 500 kilos. C'est-à-dire que tu peux attendre des mois et des mois et des mois avant de voir lancer tes satellites. Soit tu dois attendre plus longtemps, soit tu vas être finalement mis sur une orbite qui n'est pas l'orbite idéale pour toi. Et donc, le service que tu vas être capable de proposer à tes propres clients sera désoptimisé, ou alors il va falloir que le satellite engage un voyage, en quelque sorte, passe de l'orbite sur laquelle il aura été laissé sur son orbite définitive, ce qui peut prendre des mois, et puis le temps, c'est de l'argent. Donc, il y a cette alternative-là à laquelle les opérateurs de satellites sont confrontés. Est-ce que je bénéficie du service à la carte de type taxi avec le mini-lanceur MayaSpace, ou est-ce que je prends le bus devant mon immeuble, voilà. Et là je fais plein d'arrêts et parfois je suis à 3 rues de chez moi. Voilà, donc c'est ça l'option. Et donc présenté ainsi, tout le monde préfère le taxi au bus, sous réserve que la course de taxi coûte pas 100 fois plus cher que le bus. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, nous on veut proposer le meilleur service, le taxi, mais au prix du bus. Comme ça, le client
n'hésitera pas trop longtemps. Quand il aura les 2 options, il privilégiera le taxi, ça lui coûte pas plus cher et en C'est plus pas il que aura pour un la meilleur service. métaphore, ce sera vraiment le taxi au prix du bus. C'est Ouais. l'objectif Ouais. que nous visons, de faire un lanceur 10 fois moins capacitif, 10 fois moins cher. Et ça permet de dire que le taxi coûte pas plus cher que le bus. C'est la première fois que tu utilises cette métaphore? Non, c'est une métaphore. Elle est superbe. Ouais, c'est vrai. J'ai tout compris. Elle n'est pas de moi. Hein. Ok. Elle n'est pas de moi. Ce qui est un peu plus de moi ou ce qui est un peu plus de nous, hein, c'est de dire qu'il ne suffit pas de proposer le taxi alors que jusqu'à présent, il n'y avait que le bus pour réussir sur le marché. Il faut que la valeur ajoutée que tu apportes en proposant un service de type taxi par rapport à celui du bus soit compatible avec le surcoût que cela génère. Donc nous, on pense qu'il y a une vraie valeur à être mis sur la bonne orbite tout de suite et être lancé quand on le veut, plutôt que de devoir partir avec le lanceur lourd. Mais si les coûts ne suivent pas ou les prix ne suivent pas, l'opérateur privilégiera dans l'immense majorité des cas le bus. Mais cette valeur qui est celle que vous vendez, elle est déjà perçue, j'imagine, quand même par tout un tas d'acteurs qui ont besoin d'aller très vite sur le marché avec une offre de service optimale pour leurs clients, presque day one. Enfin, j'exagère un peu, mais... Oui. Donc, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a les clients désespérés, si je puis dire, hein, qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter de payer beaucoup plus cher parce que ils doivent aller directement sur la bonne orbite, mais ça, c'est l'exception plus que la règle. Et puis, il y a tous les autres clients qui, jusqu'à présent, pensaient que le bus coûtait beaucoup moins que le taxi et à qui on explique depuis 1 an et demi que, en fait, le taxi, il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher que le bus. En tout cas, on est confiant dans notre capacité à proposer un service de taxi qui ne coûte pas plus cher que le bus. Et ces gens-là commencent à nous croire, hein, parce que au début, ils nous regardaient un peu de loin, un peu suspicieux. Et puis, ils sont venus nous voir à Vernon. Ils sont venus voir ce que l'on faisait. Ils ont vu la qualité. T'as voulu voir de notre Vernon équipe. Et t'as vu Vernon. T'as vu Vernon. Et donc, ils sont contents, ils sont convaincus du discours que nous tenons. Et ça Attends, je tente un truc. Le contrat. Rubrique assez récente dans 40 nuances de Next, mais en tant qu'entrepreneur, on a tous un moment dans notre vie, un ou plusieurs contrats assez marquants. Alors là, c'est les débuts de la vie de MaiaSpace. Néanmoins, j'avais envie de la tenter. Est-ce qu'on a là peut-être le ou les premiers contrats déjà signés et peut-être un très très gros contrat ou en tout cas très important pour l'avenir de MaiaSpace? Ce que je peux te dire, hein, c'est confidentiel. Tu me poses la question, c'est que je peux pas le dire, mais je vais le dire quand même. Donc, on a signé notre premier contrat commercial hier. Ah oui, c'est... Et il en appelle beaucoup d'autres. On a des discussions bien avancées avec une demi-douzaine de clients. Et on travaille en particulier avec un client... qui pourrait, si les discussions se concluent positivement, et j'ai très bon espoir que ce soit le cas, qui pourrait remplir ce qu'on appelle notre manifeste pour les c'est quoi, c'est le carnet de commandes, ouais, voilà, c'est le ça. carnet de commandes de nos 3 à 4 premières années, à peu près la moitié de notre manifeste, ce qui serait en quelque sorte la confirmation de la pertinence à la fois du de positionnement, de la conception du lanceur et de notre positionnement sur le marché. Et si avec un client, tu es capable de faire la moitié, que tu discutes avec 12, ça veut dire que demain, vous accélérez à la signature de tous ces contrats pour doubler la capacité de lancement. Ça veut dire qu'on va augmenter les prix. Donc, si les clients m'écoutent, il faut qu'ils se dépêchent de signer. Mais oui, on a un business plan qui est agressif tout en étant réaliste. On en garde un petit peu sous le pied. Et si le succès commercial est supérieur à celui que nous attendions, on a la capacité d'augmenter la production. Ok. Et c'est un des bénéfices aussi de la réutilisation, le fait de récupérer nominalement le premier étage, ça fait que tu as moins de trucs à fabriquer à chaque fois que tu veux repartir en vol. Et ce premier étage, il peut être réutilisé, récupéré autant de fois qu'on le souhaite ou à un moment ça s'use et... Alors d'après les calculs, il pourrait être réutilisé
une dizaine de fois. En tout cas, il est conçu pour être réutilisable une dizaine de fois. Et au vu des perspectives que nous avons du marché, on pense que c'est largement suffisant. Je pense aussi que si on se trompait par rapport aux hypothèses que nous faisons sur le marché, enfin, on est les premiers à être conscients que personne ne sait de quoi l'avenir est fait. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de le définir. Mais s'il s'avérait qu'on se trompait dans les grandes largeurs, je suis très confiant dans le fait qu'on démontrera le moment venu sur le matériel qu'on est capable en réalité de le réutiliser plus que 10 fois. Et donc on n'a pas besoin de le concevoir pour qu'il soit d'emblée capable d'être réutilisé 100 fois ou 500 fois. C'est intéressant ce que tu évoques parce que je connais pas un entrepreneur qui n'est pas confronté à l'incertitude. Alors elle peut être plus ou moins importante, mais là je vois pas plus d'incertitude. En l'occurrence, que tu es sur quelque chose que tu peux pas vraiment tester tant que tu le lances pas pour la première fois. Et donc, au-delà du stress ou de l'adrénaline, selon comment on le prend, de ce lancement, comment vous testez au maximum, comment vous garantissez au maximum le fait que vos prévisions seront les bonnes? Donc sur le plan technique, parce qu'il y a différents types d'incertitudes, il y a les incertitudes marché et puis il y a les incertitudes techniques. Les incertitudes techniques, on essaye de les lever le plus possible en faisant des essais, plein d'essais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'approche, du moins dans l'approche européenne. Mais c'est quoi des essais? C'est-à-dire que vous les envoyez vraiment? Non, on les teste au sol. On fabrique des prototypes. En quelque sorte, on s'inspire de la manière dont on développe les logiciels pour développer notre lanceur. Okay. On s'inspire tout en adaptant la méthodologie agile, parce qu'un lanceur, c'est beaucoup de logiciels, mais c'est aussi du hardware. Et donc, quand tu dis on s'inspire de la manière dont on crée des logiciels, on crée comment un logiciel? On le crée de manière itérative et incrémentale. Et donc, c'est exactement ce que l'on fait avec notre lanceur. On l'a découpé par petits bouts, en quelque sorte. Et chaque partie de notre lanceur, on va la fabriquer à 3 reprises. Une première fois le plus rapidement possible pour pouvoir tester ce qu'on a fabriqué, mais aussi la manière dont on va le manipuler, parce qu'on manipule de grands objets. Je ne l'ai pas dit, mais notre lanceur fera plus de 50 mètres de haut, 3,50 m de diamètre, et quand il sera rempli, il fera à peu près 300 tonnes. Donc c'est aussi ça l'intérêt de travailler sur des sous-ensembles plutôt que sur le lanceur dans son intégralité. Donc on fabrique le premier exemplaire de chaque sous-ensemble le plus rapidement possible que l'on teste. Et on utilise les enseignements qu'on tire de ces essais pour concevoir un deuxième prototype qui est beaucoup plus représentatif de ce que sera le modèle final. Mais ce n'est que le troisième modèle, celui qu'on fabriquera à partir des enseignements qu'on aura tirés de la deuxième campagne d'essai, qui aura vocation à être assemblé sur le pas de tir pour le premier lancement. Donc, si je résume, pour chaque pièce, vous faites 3 modèles. Oui. Un que tu essaies de faire le plus rapidement possible, ça sert à quoi? Au-delà du fait de pouvoir le tester très rapidement, c'est que tu as aussi un apprentissage dans la construction, où est-ce que ça bloque ou pas. Exactement. Okay. Ouais. Donc ça, tu fais ça pour toutes tes pièces. Oui, et on fait même ça pour l'usine en réalité. Aujourd'hui, on fabrique nos prototypes dans ce qu'on appelle notre proto-factory. Donc tu fais 3 usines. Alors, en fait, là, on n'en fait que 2 parce que ça coûterait trop cher sinon. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on utilise des locaux existants dans lesquels on fabrique nos prototypes, mais on apprend aussi, on définit les gammes, on se rend compte concrètement du temps que prend et de la complexité des différentes opérations qui doivent être menées pendant l'assemblage, de manière à ce que notre Maya Factory, celle qui doit prendre le relais de la Proto Factory à l'horizon 2027, quand on commencera à monter en cadence en production et en service de lancement, que cette Maya Factory soit conçue le mieux possible. Je poursuis, ma question. Donc, une fois que tu as fait toutes ces pièces en 3 exemplaires, à aucun moment encore tu les as assemblées pour projeter ce que ça pourrait être. Exact. Et il y a des interfaces qui sont un peu critiques, que l'on a décidé de tester aussi. Ouais. Une problématique spécifique quand on fait un lanceur, c'est celle de la séparation
entre le premier et le deuxième étage. Un lanceur une fusée pour atteindre l'orbite, il faut qu'elle, il est quasiment indispensable qu'elle ait 2 étages. Et pourquoi il faut qu'elle ait 2 étages? C'est qu'en fait, il faut essayer d'éviter de transporter de la masse inerte. Et donc, on découpe la fusée en 2, et une fois que la partie du bas a fait son boulot, on la détache de la partie du haut pour alléger en quelque sorte la fusée et qu'elle puisse poursuivre sa mission et ne placer sur orbite que de la masse utile, comme on dit. C'est pour ça qu'on appelle les satellites la charge utile. Et donc, notre lanceur a 2 étages. Et une phase transitoire assez critique, c'est la séparation entre le premier et le deuxième étage. Il faut faire attention à ce que la séparation se passe bien, en particulier parce que dans le bas du deuxième étage, il y a un moteur avec ce qu'on appelle un divergent pour détendre les gaz, qui est assez long et dont le diamètre n'est pas forcément très inférieur au diamètre du lanceur. Donc il faut que la séparation se fasse bien longitudinalement. Et dans le cas spécifique qui nous occupe, c'est encore c'est un challenge plus important. Pourquoi encore parce que pour éviter que la récupération du premier étage ne coûte trop cher, on fait cette séparation un peu plus bas que cela n'est fait lorsque le lanceur est consommé dans son intégralité. Et donc on le fait à une altitude où il peut y avoir encore des perturbations atmosphériques. Donc on a dû mettre en place, développer, concevoir un système de séparation qui garantit la séparation parfaitement longitudinale entre les 2 étages. Donc ça, tu es obligé de le tester. Et ça, on a fait le choix de le tester à Vernon. Donc le premier essai a eu lieu la semaine dernière. Il va se poursuivre avec plein d'essais différents. On va simuler tout un tas de perturbations pour s'assurer que dans tous les cas, cette séparation se passe bien. Il y a un entrepreneur l'autre jour qui m'a dit, je sais plus sur quel sujet, mais prépare-toi à tout ce qui pourrait arriver de pire. Et c'est seulement comme ça que, a priori, quoi qu'il arrive, tu pourras t'adapter, etc. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire pour Maya Space dans les 2 prochaines années sur les sujets de ton choix? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels ça pourrait coincer. Oui, il y a plein de choses sur lesquelles ça pourrait coincer. Et d'ailleurs, c'est un peu mon boulot aussi, d'imaginer le pire à chaque fois. Un exemple. Tu as l'air vachement détendu pour quelqu'un qui imagine le pire. Ouais, mais je fais beaucoup de sport. C'est pour ça que c'est ça qui me permet de tenir. Non, je pense aussi. Ce qui me permet de tenir, c'est que je suis convaincu qu'on a constitué chez MySpace l'équipe qui permettra de relever les défis qui vont forcément nous tomber sur le coin du nez. Il y a pas mal de facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas, donc ça ne sert à rien de stresser à leur propos. On peut essayer de les anticiper le mieux possible. Et donc, pour les anticiper, on travaille à la fois sur de la flexibilité, je vais revenir sur ce que j'entends par là, et sur la constitution d'une équipe qui permettra d'amorcer les virages qui sera forcément nécessaire d'amorcer à un moment donné pour éviter les embûches. Donc, sur la partie équipe, ce qui me rend confiance, c'est qu'on a réussi à constituer une équipe hybride, un peu à l'image de ce que j'expliquais au début. On ne veut pas réinventer la roue, c'est une condition nécessaire pour aller vite, pour ne pas faire d'erreurs de débutant. Et donc une équipe hybride dans votre domaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une équipe qui est constituée pour un petit tiers de gens qui ont déjà développé des lanceurs en Europe ou ailleurs dans le monde, et de 2 tiers de personnes qui n'en ont pas encore développé, mais qui ont une autre expérience à faire valoir dans d'autres secteurs industriels que le secteur du spatial, ou qui apportent une manière de travailler différente. C'est l'automobile, c'est le ferroviaire. Oui, c'est ça. Automobile, ferroviaire, aéronautique aussi. Et donc, j'ai coutume de dire que le 1 tiers, 2 tiers est le bon rapport de mélange, le tiers de gens qui sont là pour nous éviter de faire les erreurs de débutants, et les 2 tiers qui sont là pour... Pour pas faire comme on a toujours fait. Exactement. Et peut-être trouver d'autres solutions. Voilà. Et mon enjeu à moi, c'est de faire prendre la mayonnaise entre ces 2 populations. Et pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. De mon point de vue. Et puis après, il y a la question de la flexibilité. Parmi les incertitudes, il y a celle du marché. Bien malin qui peut dire combien de satellites il faudra lancer dans 10 ans, quelle sera la masse moyenne de ces satellites,
ce que seront devenus des acteurs comme SpaceX qui aujourd'hui cassent les prix et font un peu figure d'épouvantail sur le marché. Eh bien, la meilleure manière de se protéger contre ces incertitudes fondamentales, c'est d'être flexible, d'être évolutif. Déjà, nous, on a un lanceur qui ne parie pas tout sur un seul point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, c'est la capacité d'emport. Et donc, le fait que tu récupères ou pas. Voilà. Si le marché est beaucoup plus sur des satellites de 500 kg, eh ben j'ai le lanceur qui est compétitif pour cela. Si le marché est beaucoup plus sur des satellites plus lourds, j'ai le lanceur qui est capable de faire cela. Et en l'occurrence, c'est le même lanceur. Et en l'occurrence, c'est le même lanceur. C'est la beauté du truc. C'est que, voilà, we kill two birds with one stone, comme disent les Anglais. Et s'il y a des perspectives de développement pour des satellites plus lourds que cela, sur une performance qui nécessite une performance intermédiaire entre la performance de notre lanceur et celle d'Ariane 6, eh bien, on a conçu notre lanceur de telle façon qu'il puisse assez facilement grossir. Quand je dis assez facilement, c'est-à-dire que le coût de développement pour avoir une capacité d'emport significativement supérieure sera marginal. Et le pas de tir depuis lequel on veut opérer restera le même. Le diamètre du lanceur et donc tout ce que ça suppose en termes de logistique. Oui. Et donc voilà, c'est en maximisant la flexibilité. Alors évidemment, il y a toujours un trade-off à faire entre la désoptimisation que ça engendre, de garder beaucoup de portes ouvertes. Mais devant la situation d'incertitude dans laquelle on est, on pense qu'avoir un lanceur qui a 2 points de fonctionnement, et même un peu plus que cela, je n'ai pas parlé de notre Kickstage Colibri, qui est l'équivalent d'un 3e étage de notre lanceur, qui peut rajouter de la performance. Mais le fait d'avoir un lanceur qui est capable d'être optimum d'un point de vue business sur différents points de marché et d'avoir quelque chose qui est évolutif. Différentes hypothèses, ouais. Voilà, ça réduit assez fortement le risque. Ouais. Ça nous rend beaucoup plus résilients. Je vais te demander de nommer et de verbaliser les risques. Donc, il y a ce risque, effectivement, d'un marché où tes clients souhaiteraient plutôt une charge qu'une autre, plutôt une orbite qu'une autre. Ça, c'est entendu. Quels seraient les autres risques? Le risque industriel, le risque, je sais pas, géopolitique, le risque. C'est quoi les risques? Alors, le risque géopolitique, c'est objectivement le risque d'un repli sur soi, d'une fermeture des frontières. Enfin, voilà. Je n'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails. Tu ne parles pas à l'échelle européenne, là, tu parles pays par pays. Je parle à l'échelle mondiale. Il me semble que le contexte géopolitique mondial fait prendre conscience à tout le monde en Europe et en France de l'importance de ne pas être trop dépendant. Donc finalement, plus le risque géopolitique est important, plus a priori, on a la nécessité en Europe d'avoir un Maya Space. Exactement. Plus notre mission de contribution à la souveraineté européenne et française est évidente pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et malheureusement, en tant que citoyen, je le regrette, mais en tant que patron de MySpace, l'évolution du monde est plutôt une validation en quelque sorte de notre modèle. Écoute, moi en tant que citoyen, je suis content qu'on ait des solutions qui essaient d'émerger en Europe. Parce qu'effectivement, on ne sait pas où on sera dans 5 ans, dans 10 ans sur ces sujets-là. D'autres risques? Tu parlais des risques industriels. Voilà. D'abord, pour amener un lanceur sur le pas de tir, il faut avoir... on a beau le découper en petits morceaux, à la fin, il faut que tous les morceaux aient été bien développés pour qu'ils soient arrivés au terme de leur développement pour qu'on puisse lancer. Donc, il suffit en quelque sorte d'un endroit où ça ne marche pas pour prendre du retard. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'éviter de se trouver dans des situations... de single point of failure, de dépendance trop forte, parce que pour y arriver, on a besoin que toutes les parties y arrivent aussi. Il y a un risque dont on parle parfois dans 40 nuances de Next, qui est le risque cyber. En quoi votre domaine qui est quand même clé, stratégique, etc., où sont les sujets, où sont les risques, où sont les failles et où sont les réponses aujourd'hui sur lesquelles on travaille? Donc, tu as raison d'en parler. C'est un sujet que l'on regarde évidemment très attentivement et que pas mal de personnes regardent pour nous très attentivement. On travaille sur des technologies sensibles pour certaines d'entre elles, qui sont des technologies duales. Donc, on a besoin d'apporter la garantie
aux autorités que ces technologies ne sont pas accessibles à des personnes dont on ne veut pas qu'elles y aient accès. Donc ça suppose de faire attention dans nos interactions avec des partenaires, mais aussi et particulièrement attention aux infrastructures informatiques que nous utilisons pour capitaliser notre information. Qu'est-ce que tu peux dire pour qu'on comprenne, sans évidemment vous mettre à risque, mais sur ce que vous mettez en place? Alors, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, évidemment, mais voilà, si on est amené à, je pourrais dire, voilà, si on est amené à mettre sur le cloud certaines informations, on s'assure d'abord que ces informations ne sont pas trop sensibles et ensuite on choisit très attentivement la solution de cloud qu'on utilise. Et donc, en l'occurrence, une solution européenne. Voire un peu plus qu'européenne, oui. Ouais. Le lien avec les États, aujourd'hui, tu disais, on est une boîte privée, même si elle est issue d'Ariane, qui est une société européenne. Quel est le lien que vous avez encore avec les États d'Europe? Alors, le lien, on l'a en tant que... Parce que les États sont des clients potentiels. Les satellites que nous lançons sont des satellites qui sont parfois opérés par des acteurs privés, par des entreprises privées, mais aussi parfois par des entités publiques. La constellation Galileo, dont on parlait tout à l'heure, est opérée par la Commission européenne ou par une structure publique qui travaille pour le compte de la Commission européenne. Les satellites de la constellation Copernicus d'observation de la Terre, c'est la même chose. La future constellation Iris-Square sera opérée également par des acteurs institutionnels. Et notre conviction, voilà, c'est que la relation avec les pouvoirs publics français et européens doit évoluer d'une logique d'obligation de moyens à une logique d'obligation de résultats. Je pense que pour être compétitif, il ne faut pas que les pouvoirs publics nous disent comment nous y prendre. Il ne faut pas qu'ils financent notre développement. Il faut qu'ils utilisent la solution, qu'ils nous achètent les services que vous développez. Voilà. Et donc c'est ça qu'on appelle passer d'une logique d'obligation de moyens à celle d'obligation de résultats. Un sujet qui fait qu'on ne peut pas passer à côté aujourd'hui, qui tient en 2 lettres, c'est l'IA. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur des métiers comme le vôtre? Ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil potentiellement très utile pour augmenter la productivité de notre équipe de développement. Ce qu'on essaye de faire, c'est de maximiser le temps utile de nos ingénieurs, ou pour le dire autrement, de minimiser le temps qu'ils passent à des tâches administratives, de récupération d'informations, enfin de collecte d'informations, de capitalisation de l'information. L'intelligence artificielle, elle peut nous permettre de booster notre productivité pendant la phase de développement en particulier. Mais aujourd'hui, l'IA n'intervient pas du tout dans la conception. Elle intervient sur la conception de petites parties du lanceur aujourd'hui. Mais enfin, voilà, je n'ai pas eu la curiosité, sans doute que certains de mes ingénieurs l'ont eu, mais pour ma part, je n'ai pas eu la curiosité de demander à l'IA quel serait le design optimal d'un lanceur de telle performance. Ça pourrait être intéressant de voir le résultat. Je ne suis pas convaincu à 100% que la solution qui en résulterait soit très future-proof, si je puis dire. Elle va s'appuyer sur l'existant et peut-être avoir un petit peu plus de mal à se projeter en rupture. Et à inventer. Oui, personne prédit que l'IA va complètement révolutionner votre secteur. Il y a pas mal de gens qui présentent leurs projets comme étant natifs IA. T'as l'air d'en douter. J'en doute un petit peu. Enfin, je comprends la logique qu'il peut y avoir lorsqu'on cherche à lever des fonds, à utiliser des mots qui sont à la mode. Après, nous, on a une approche assez pragmatique et on n'a pas vu encore en quoi l'IA pouvait être réellement
un game changer ou travailler à notre place sur le développement, l'industrialisation d'un lanceur à grande échelle. J'ai une première question là qui arrive que je te propose de te passer. Vous avez un message. C'est une question surprise de Justine Kellali, qui est ingénieure chez MySpace justement. Je me demandais comment tu faisais pour garder ton calme, plus ou moins en toutes circonstances, surtout avec l'accumulation de pression plutôt crescendo en ce moment, et surtout après avoir passé autant de temps dans les transports en commun pour venir le matin et pour repartir le soir. Tu peux lui répondre. Donc c'est la pression là. Je fais du yoga. Ouais. Non, je fais pas de yoga. Non, je sais pas. J'ai un peu en bus, j'ai en taxi. Je devrais peut-être prendre plus le taxi. Non, je crois que je suis d'un naturel plutôt zen parce que je me réserve des respirations aussi. Et j'arrive à compartimenter. C'est-à-dire que voilà, lorsque je rentre chez moi le soir, j'arrive à laisser de côté les problèmes business jusqu'au lendemain matin et sans que ça m'empêche de dormir. J'ai toujours bien dormi jusqu'à présent. J'espère que ça va durer. Mais j'ai des exutoires. Voilà, j'ai des exutoires avec la course à pied en particulier qui font que pour le moment, j'arrive à gérer. Et comme je le disais, voilà, j'ai la chance d'avoir dans les équipes des gens de grande qualité comme Justine en particulier qui permettent d'être reposé. Oui, ça fait partie des gens qui sont clés dans l'équipe et dont je sais qu'avec elle on va y arriver. Je me perds une question qui est peut-être naïve, mais qui est très liée au fait du coup de sentir une épée de Damoclès sur sa tête. Ton patrimoine est lié à l'avenir ou réussite ou échec de MySpace? Non. Donc ça aide aussi à peut-être moins de pression. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition pour le projet. C'est pas là où je voulais aller, mais pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, j'imagine que ça fait écho aussi de savoir que ton patrimoine est plus ou moins lié à la réussite ou à l'échec de ta boîte. J'ai une autre question qui est un peu dans la même veine de Mathieu Androdias. Oui. Je vais te laisser le présenter, mais d'abord on l'écoute. Johan, c'est encore Mathieu. J'espère que tu m'en voudras pas. Une seule question, c'était vraiment trop peu. Donc, j'ai pas passé la voici première une encore. autre. Quand on est engagé, comme tu l'es, dans une démarche d'excellence, l'un des enjeux principaux, c'est de trouver un point d'équilibre qui permette de durer dans le temps. Alors ma question, elle est très large, mais comment tu te recharges? Est-ce que tu es parvenu à trouver ce point d'équilibre? Et si ce n'est pas le cas, comment comptes-tu le faire en 2025? Voilà, c'est cadeau. Donc Mathieu Androdias, c'est un champion olympique. C'est un champion olympique d'aviron. Alors je crois que ça s'appelle le 2 de couple, mais je ne suis pas sûr à 100%. Avec Hugo Boucheron, ils ont été champions olympiques à Pékin. Ah pardon, pas à Pékin, à Tokyo en 2021. Et ils sont venus tous les deux quelques mois après la création de la société, seulement pour nous parler de l'importance de jouer en équipe. De l'équilibre. De l'équilibre, de leur rapport à l'échec, parce qu'ils ont connu un très grand succès avec cette médaille d'or olympique à Tokyo, mais ça a fait suite à pas mal de déconvenues pour eux. Avant cela... On perd toujours des matchs avant de gagner les plus grands trophées. Oui, exactement. Et donc c'était très très enrichissant avec beaucoup de parallèles qu'on pouvait faire entre leur histoire et la nôtre, ou ce qu'on pouvait anticiper que la nôtre... allait être. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et voilà, enfin, bon, c'est quelqu'un de super. Mathieu, Hugo aussi. Mathieu est aussi passionné par notre industrie. Et donc, sa question, c'est comment est-ce que j'arrive à faire la part des choses? J'ai déjà un petit peu répondu. J'essaie de faire du sport, moi aussi. Alors, beaucoup moins que lui ou que d'eux. Mais c'est ça qui m'aide à tenir, je crois. Et 2025, tu projettes d'aller plus loin pour ton équilibre? Pour l'instant, j'ai l'impression que l'équilibre est stable, pour reprendre un terme mathématique, dont j'ai pas besoin de changer grand-chose, me semble-t-il.
Mais je te propose d'écouter sa première question. Salut Johan, c'est Mathieu. Écoute, j'ai une petite question pour toi. Alors la réponse touchera peut-être à l'intime, mais j'espère quand même que tu pourras nous en parler un petit peu. Je vais parler du grand pourquoi, puisque je sais que à la source de toute démarche d'entreprendre, il y a souvent la volonté de contribuer à une cause, un idéal, une certaine vision du monde. Et je sais que c'est parfois même quelque chose qu'on découvre en cours de route. Et ma question est la suivante. As-tu pu te relier à ce grand pourquoi? Et si oui, quel est-il? Elle est fabuleuse cette question. C'est un peu plus dur d'y répondre aussi. Oui, j'ai un grand pourquoi, oui. Enfin, je crois que j'ai quelque chose à prouver à moi-même, à mes parents, à mes grands-parents. C'est ça qui m'a, depuis le début, animé et qui continue de m'animer, même si c'est sous une forme un peu différente. Si je rentre un tout petit peu Ouais, dans... mais de toute façon, j'allais pas te laisser juste là-dessus. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est comprendre en fait ce qui nous anime. Alors au départ, voilà, je suis issu d'un milieu assez modeste, hein. Je suis fils d'ouvrier. Et j'ai grandi avec des parents et surtout un papa qui m'a demandé de démontrer qu'un fils d'ouvrier pouvait y arriver aussi. Donc j'ai pris ça plutôt comme un challenge, hein, montrer que l'ascenseur social dont on parle beaucoup est pas complètement en panne et que si on s'en donne vraiment les moyens, on arrive à appuyer sur la touche, elle est certes un petit peu haute, la touche de l'ascenseur, mais on arrive à appuyer. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à... Deux questions là-dessus. Quand ton père, ta mère, bref, te pose comme ça sur les épaules une telle mission, pour certains, ce serait presque trop lourd. À aucun moment ça a été lourd. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, parce que tu dis, je commence à le découvrir, et en fait, t'es ému, et ça se voit, et je pense que ça s'entend aussi. C'est comme si ce sera jamais atteint. Et pourtant, je pense qu'au moment où tu rentres en cabinet ministériel à Matignon, quand on parle d'ascenseur social, c'est pas un petit ascenseur. Quand on parle de diriger une boîte européenne à dimension spatiale, donc ça dépasse même la planète, là on peut se dire, ok, j'ai coché. Et pourtant encore, ça éveille encore des choses. Alors à quel moment le truc est vraiment coché? Ce sera mes deux questions. La première, c'était quoi? La première, c'est le poids. Le poids, ouais, je sais pas, ça m'a plutôt galvanisé. Galvanisé, ouais. Mon père a réussi à trouver les mots, peut-être, hein, pour que ce soit source d'énergie plutôt que ce soit quelque chose de pesant, qui me bloque. Et est-ce qu'il y a un moment où la case est cochée? J'espère pas, hein, parce que ma conviction du bonheur, c'est que c'est pas un état, c'est plutôt un mouvement. Et donc, c'est important de ne pas assouvir ses rêves, ou en tout cas, si on les assouvit, d'en avoir immédiatement de nouveaux. Et donc, voilà, j'ai besoin d'avoir des trucs qui me tirent. C'était les études au tout début, c'était aller voir comment ça se passe sous les ordres de la République un peu après. C'était être utile à mon pays ensuite, ou être utile à l'Europe, ou rendre en quelque sorte à mon pays ce qui m'a permis de vivre, hein, avec cet ascenseur social. Et puis c'est aussi me lancer des défis ailleurs, dans le sport, hein, me mettre à courir des marathons, des ultra-trails. Voilà, quand j'ai commencé, je n'arrivais pas à courir 5 km, et maintenant je cours, je dirais pas facilement. C'est jamais facile de courir un marathon, mais voilà, c'est important de se fixer des objectifs pas trop faciles à atteindre, et d'essayer, tant que faire se peut, de les atteindre. Et puis si on les atteint, c'est très important aussi d'en s'en donner des nouveaux. Oui, parce que j'allais dire, un marathon, il y a une ligne d'arrivée qu'on franchit. Oui, mais après, on peut essayer de le refaire en mettant un petit peu moins de temps, jusqu'à battre le record du monde.
Ce qui ne sera pas mon cas. Donc là, Et je même suis sûr quand que tu c'est bats le déjà- record du monde, tu te dis je peux faire encore mieux. Oui, voilà. Ça s'arrête jamais. Voilà, mais bon, non, je crois que c'est important d'avoir des choses qui nous font avancer, ouais. T'as ton père qui avait fixé cette mission presque familiale sur tes épaules. Moi, je te propose cette question-là. Vous avez un message. Hello papa, c'est Paul. J'ai une question pour toi. Comment as-tu trouvé ta motivation pour toujours bien travailler à l'école? Alors, il me pose la question, mais je pense qu'il a la réponse parce qu'il l'a trouvée lui aussi. C'est un très bon élève. Comment j'ai trouvé ma motivation? J'ai un peu répondu. C'est ma volonté de rendre mes parents fiers au départ. Alors, ce que j'explique à Paul, c'est qu'il n'a pas besoin de bien travailler à l'école pour que je sois fier de lui. C'est ce que j'explique aussi à mes 2 autres garçons, qui doivent le faire avant tout pour lui. Mais voilà, il peut savoir, enfin il le sait, hein, que je suis fier de lui. Et est-ce que toi, à l'inverse, tu lui as fixé un objectif comme ton père avait pu te le fixer? Ça peut être complètement différent, ça peut être sur une approche de la vie, ça peut être... De faire ce qui lui plaît, c'est ce que je lui ai dit. Alors il est en transition, il est au début de son adolescence, il a 14 ans, Paul, donc il a vécu ses premières 14 années en ayant pour objectif de faire comme son papa, hein, et beaucoup d'enfants sont comme cela. Et puis parfois, au moment de l'adolescence, il y a une bascule qui s'opère et on veut faire le contraire. Donc on verra ce que ça donne. Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Tu fixeras l'objectif une fois que tu sauras s'il veut faire ça ou le contraire. Mais je sais même pas si j'ai besoin de lui fixer un objectif. Ou l'objectif que je dois me fixer, c'est que lui ait des objectifs qui lui donnent envie d'avancer. Tu as une toute dernière question qui t'a adressée d'Isor Galland. Oui. Salut Johan, j'avais une petite question pour toi. Comment fais-tu pour maintenir une allure de 3 minutes et 49 secondes au kilomètre sur un 10 km et avec une périostite? Alors là, moi je sais même pas ce que c'est une périostite. Et comme j'écouvre les questions, j'ai pas pu faire mes recherches avant. Une périostite, c'est une inflammation au niveau du tibia. Mais moi non plus, je savais pas ce que c'était avant que ça me fasse souffrir. Comment je fais ça? Et malgré tout, tu t'es pas arrêté de courir et tu tenais ton 3 minutes 49 secondes au kilomètre. Ouais, enfin, je veux pas paraître pour un surhomme, hein, à la fois parce que 3 minutes 49 secondes Je me rends par pas kilomètre, compte, donc moi ça m'a l'air énorme. En plus, si elle te pose la question, c'est que c'est un sacré score, non? Mais bientôt, elle courra beaucoup plus vite que cela. Isor, c'est une très très bonne coureuse. Donc, c'est pas exceptionnel ce temps. Et 2, je dois reconnaître que quand je cours vite, j'ai moins mal que quand je cours doucement. Donc voilà, j'ai réussi à faire cela parce que, enfin, courir à cette allure-là, parce que en courant moins vite, ça me faisait plus mal. Voilà. Non, mais après c'est de la volonté et puis de la détermination, de l'abnégation. Moi, je vais te proposer de rester dans le domaine du sport. Il me semble que c'est le sujet de ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Sport, mais pas que. Le rugby. Ouais. Alors, le rugby, c'est un sport que j'aime beaucoup. Pourtant, c'est un sport que je n'ai jamais pratiqué. Hein. J'ai pas le morphotype du rugbyman type. T'as encore tes oreilles? J'ai mes oreilles pas trop déformées. Elles sont un peu bizarres, mais pas trop déformées. Non, c'est un sport que j'apprécie beaucoup. C'est un sport qui permet aussi de... Enfin, c'est un peu une école de la vie. Tu vois beaucoup de points communs avec le monde de l'entreprise aussi. Et j'aime bien l'esprit d'équipe du rugby. C'est un sport où certes, c'est... un peu comme dirait Coluche, quand on est grand, musclé, c'est plus facile que quand on est petit et frêle. Mais il y a quand même besoin un peu de tout. Il y a besoin de gros balèzes pour pousser en mêlée. Il y a besoin de gens qui courent vite pour aller marquer des essais. Et puis il y a besoin d'un petit gars qui va chercher la balle au milieu des gros pour la passer à ceux qui courent vite.
Et donc j'aime Il y a bien, de la place pour tous. voilà, j'aime bien cette idée que pour y arriver, on a besoin de compétences complémentaires et que euh, personne tout seul ne peut accomplir de grandes choses, où les grandes choses sont accomplies par des équipes. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'on a chez MySpace. Développer un lanceur, ça mobilise des expertises très variées, très pointues. Et on a des gens qui sont très très forts dans notre équipe, mais je pense qu'il n'y a personne qui est capable de maîtriser la complexité dans son intégralité. Donc on n'a pas d'autre choix que de travailler en équipe, de se faire confiance les uns des autres. Et voilà, je trouve que de ce point de vue, le rugby est une bonne image. En équipe et pour gagner, tu as la nécessité de faire confiance à son coéquipier, sa coéquipière, Oui. mais tu as aussi la nécessité pour te dépasser toi-même, de te faire confiance. Comment toi, aujourd'hui, en tant que dirigeant, en tant que CEO de MySpace, tu arrives à créer, l'émulation entre les équipes, mais surtout la place pour chacun et la possibilité de se révéler presque à soi-même. C'est de la bienveillance et de l'exemple. Enfin, j'essaye modestement d'être exemplaire. Je pense que voilà, c'est important quand on est le chef de véhiculer les bonnes valeurs, et c'est important de faire passer le message qu'on a le droit de se tromper. Et dans notre cas, vu qu'on veut aller très vite, 2 fois et demi plus vite que ce qui est fait typiquement, forcément il y a du déchet. Donc il ne faut pas que cela nous paralyse. Il faut au contraire voir les erreurs que nous faisons comme une manière d'apprendre en réalité. Tu réutilises les échecs pour en faire quelque chose de exactement. qui fonctionne. Et moi, c'est aussi ce que Mathieu et Hugo nous ont raconté quand ils sont venus nous voir il y a quelque temps. Mais voilà, c'est ça, ouais. Exemplarité et bienveillance. Quand on est dans un environnement bienveillant, tout le monde va avoir envie de donner le meilleur de lui-même pour lui, mais aussi pour les autres. On utilise de plus en plus le mot bienveillance, des fois ça en devient même un peu énervant. Et donc ce que j'entends, c'est au-delà du mot, c'est beaucoup d'actes. D'approche. Oui, ce sont des mots aussi. C'est important régulièrement de dire, de rappeler nos valeurs aux équipes. On est 250 aujourd'hui chez MySpace. Donc il y a à peu près la moitié des gens qui nous ont rejoints il y a moins d'1 an. Donc c'est important de répéter aussi et de s'assurer que voilà, avec l'augmentation de la taille, les valeurs ne se diluent pas. Je faisais exprès la transition justement entre le fond et la forme que tu évoquais quand tu m'as partagé ce qui en partie était une des leçons de ta claque. Waouh! En l'occurrence, comme beaucoup, tu en as eu plusieurs. Le passage en cabinet ministériel en a été une. Oui. Puis ensuite, chez Eutelsat, on peut peut-être commencer par le passage au ministère. Oui, le passage en cabinet ministériel, oui, c'était une première vraie claque. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, où j'ai appris d'abord à travailler beaucoup. Dans un environnement où on n'est absolument pas maître de son emploi du temps. Et là, pour le coup, je trouve ça particulièrement stressant, peut-être plus stressant que l'environnement dans lequel j'évolue aujourd'hui. Et c'est aussi un monde un petit peu particulier qui m'a déniaisé, si tu me passes l'expression, parce que c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de la forme par rapport au fond. Mais c'est fou, enfin, on pourrait même faire un débat juste là-dessus, mais que la forme devient plus importante que le fond. Oui. Or, mais même si tu parles de business, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux avoir le plus beau des produits, si tu le racontes mal, s'il donne pas envie, s'il est pas sexy, ben, il va pas se vendre. Mais en même temps, toujours quand on parle business, et ensuite je te laisse reprendre, si tu vends du rêve, mais que derrière t'as pas de produit, ça ne dure pas longtemps non plus.
Effectivement. Donc, et c'est ça qui est très important de comprendre. Alors, moi, je viens, si je peux dire, d'un monde où il n'y a que le fond qui compte. Donc, quand je dis que la forme est parfois plus importante que le fond, c'est pas pour négliger le fond du tout. Mais c'est juste de comprendre que si on veut mettre en avant le fond, il faut travailler la forme énormément. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que le timing aussi, c'est très important. J'ai plein d'exemples en tête où je me suis rendu compte que le plus important, c'était pas d'avoir la bonne idée, c'est d'avoir juste une idée au bon moment. Et ces deux enseignements-là, l'importance de la forme et l'importance du timing, sont des enseignements qui m'ont beaucoup servi ensuite, lorsque je suis passé du côté obscur ou moins obscur de la force. Pour beaucoup de gens, moins obscur. Bon, après, c'est subjectif, mais en tout cas, le fait d'avoir compris cela, ça m'a permis d'atteindre bien plus facilement des objectifs que j'avais, qui sont des objectifs de fond. Donc, comprendre les règles du jeu ou les règles avec lesquelles certaines personnes fonctionnent, ça permet de jouer une meilleure partie. Oui. Tu disais, j'ai plein d'exemples en tête. Oui. J'ai pas forcément envie de rentrer trop dans les détails parce que c'est des sujets un petit peu confidentiels, mais il y a des décisions auxquelles j'ai pu contribuer en tant que conseiller ministériel, qui sont, j'en suis aussi convaincu qu'à l'époque, de bonnes décisions, mais qu'on a réussi à faire prendre parce qu'on a joué avec les règles du jeu. C'est-à-dire, on a joué beaucoup sur la forme et sur le timing, plus que sur les arguments de fond. Donc tu pouvais avoir l'idée, mais parfois tu attends 6 mois pour avoir le bon créneau pour pousser tes pions. Oui, et on a les bons arguments, mais c'est pas forcément ceux que l'on utilise parce que la rationalité est pas forcément le mode de fonctionnement naturel dans ce genre d'environnement. Même si les personnes à titre individuel sont rationnelles, la logique collective, la sociologie en quelque sorte des cabinets ministériels fait que les décisions sont pas du tout prises sur des critères rationnels. En tout cas, à l'époque, ça a peut-être changé depuis, je sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que tu as tiré aussi de toute cette période qui te sert encore aujourd'hui, même peut-être dans tes relations avec la presse, avec tes partenaires, tes concurrents, enfin tout un écosystème aussi, même si c'est pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a pas mal de parallèles aussi qu'on doit pouvoir faire. Comme je le disais, l'industrie spatiale est une industrie, même si le privé se développe, c'est une industrie qui reste très ancrée dans le monde institutionnel. Les pouvoirs publics sont à minima des clients, ont un rôle d'influence assez important. Donc, savoir comment les décisions sont prises au sommet de l'État, dans les administrations, et donc peut-être aussi un gros atout. Qui peut être la bonne personne à convaincre. Pas toujours le ministre à qui faut taper à la porte, quoi. Oui, donc le truc que j'ai appris, c'est que le chemin le plus court pour aller du point A au point B, c'est très rarement la ligne droite. Ça, c'est clair. Je tente ça là, mais typiquement avec l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis, toutes les prises de parole qu'il peut y avoir aussi par Elon Musk, est-ce que c'est le moment pour vous d'aller pousser des pions, d'aller frapper à des portes pour aussi défendre votre point de vue? Alors, c'est pas notre priorité. On est vraiment focalisé sur le développement de notre lanceur. On pense que notre meilleur argument, le moment venu, ce sera d'avoir un lanceur qui marche et un lanceur qui est compétitif. Il me semble que l'évolution du contexte joue pour nous sans qu'il soit nécessaire d'en faire des tonnes. Ouais. Je te propose de finir. On parlait de ton passage en cabinet ministériel, mais pas la rubrique « Moi président ». Donc là, vraiment, je te fais passer tous les steps. On part en orbite à l'Élysée. Parce que c'est notre projet. Il est venu tourner ici, dans les studios.
D'accord. Non, Donc là, je commence par moi président, c'est ça? moi président. Euh, euh, Moi président, je taxerais volontiers beaucoup plus fortement les droits de succession. Donc je suis conscient Sans toi libre, hein, un peu en plus, t'es pas le premier à ce micro et t'es pas le premier issu de la Space Tech à nous proposer quelque chose c'est un sur point la commun. succession. Je pense que c'est très lié. Oui, alors c'est un peu connecté à mon histoire sans doute aussi. J'ai réussi à prendre l'ascenseur social, mais je suis conscient que c'était sans doute un petit peu moins facile pour moi que pour d'autres. Et puis je constate aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, en reprenant les propos de Coluche, quand on est petit, pauvre, que quand on est grand et riche, d'y arriver. Et je pense qu'il y a pas mal des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, des divergences de vues, de l'excitation globale, de l'appel aux extrêmes qui est lié au sentiment d'une grande partie de la population qu'on ne joue pas tous avec les mêmes règles. Qui est vrai. Ce qui est un fait. Ouais. Voilà, je pense que quand on a la chance de naître dans une famille aisée, indépendamment des questions financières, on a déjà un énorme avantage par rapport aux autres. Bagage intellectuel, culturel. Voilà, d'accès à la culture. Et c'est déjà bien assez, me semble-t-il, et que sans doute que la société serait un petit peu plus sereine si on trouvait des conditions pour assurer une meilleure égalité des chances à la jeunesse. Et cette mesure, que je présente là de manière très symbolique, eh bien, elle pourrait y contribuer, ouais. C'est justement Alexandre Tisserand que tu évoquais Oui. tout à l'heure, donc de Kinéis, qui à ce micro avait proposé un héritage universel. Il me semble que c'était ces mots où chacun, quelle que soit sa naissance, son lieu, ses origines, arrive au monde avec un petit pécule dont il fera bien ce qu'il veut, mais en tout cas qu'elle mérite d'être là. Alors j'aime bien ça. En plus, alors il a sans doute un plus grand potentiel politique que moi, parce qu'il présente ça comme une mesure positive, alors que moi je parle de taxes. Mais voilà, par différence avec les lois. Parlez-vous, parce qu'a priori il y a quand même pas mal de points de jonction. Eh ben, moi je lui propose une solution pour financer en quelque sorte cet héritage universel. Et donc par différence avec les lois de finances, où comme tu le sais peut-être, à chaque fois qu'un député ou un sénateur a l'idée d'une mesure qui va gréver un peu plus le budget de l'État, on rajoute une phrase disant qu'on va augmenter la taxe sur les alcools et les cigarettes, je crois. Eh bien, moi, je propose que pour financer la mesure d'Alexandre, on taxe davantage les successions que cela n'est le cas aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas encore qui va te succéder à ce micro, mais c'est un plaisir de t'avoir. J'espère avoir réussi à faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Est-ce que malgré tout, là, on va se quitter. Alors, je ne sais pas si tu y repenseras ce soir, cette nuit, mais admettons que dans la nuit, tu te réveilles, que tu dises « Merde, j'ai oublié de leur dire ça. C'est quand même dommage. » Ce serait quoi? Attends, j'ai pas dormi encore. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je trouve c'est dommage qu'on n'ait pas du tout parlé d'environnement, de développement durable. Tu en as parlé un tout petit peu dans ton introduction. En intro, puis point. Alors que ça fait quand même partie de notre ADN, de faire un lanceur dont l'empreinte environnementale est très inférieure à toutes les solutions qui existent aujourd'hui. C'est un enjeu voilà, qui nous est cher en tant que citoyen. C'est pas lié qu'au fait que ce soit réutilisable. Non, c'est beaucoup plus que cela. C'est les choix de design qu'on a fait, de conception sur notre lanceur, le choix de la propulsion à base de méthane biosourcé. C'est aussi dans les choix que nous faisons de conception au quotidien. Lorsqu'on on doit arbitrer entre différentes options, on les compare en fonction de
leur impact en termes de performance, de délai et de coût, comme on le fait dans l'industrie traditionnelle. Mais Et aussi, tu rajoutes une dimension. voilà, on rajoute la dimension environnementale. Donc, il va falloir que tu me réinvites pour qu'on parle de ça. Non, mais on peut rester 2 minutes quand même sur le point. Mais typiquement, quand il faut faire des choix, tu jauges plusieurs options. Si tu as un bénéfice environnemental qui est x3, mais par contre sur un coût qui est x2, on va dire, tu vas privilégier l'environnement. En fait, à quel moment est le ratio où tu te dis, bon, là, c'est quand même pas le mieux disant pour l'environnement, mais à un moment, on a quand même des contraintes économiques, techniques. Oui, mais donc c'est exactement le genre de débat que nous avons en interne, parce qu'il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Ce qui est important, si on veut avoir un impact positif sur l'environnement, c'est d'être en capacité de peser. Et donc c'est ça que j'explique aussi à mes équipes. Si on veut réduire l'empreinte environnementale des activités spatiales, il faut qu'on ait suffisamment de parts de marché pour avoir un impact réel. Et pour avoir suffisamment de parts de marché, il faut être compétitif. Donc il y a une question de timing. Notre objectif à terme est clair. C'est de réduire le plus possible l'empreinte environnementale. Et d'ailleurs, on est convaincu que ce sera un argument de vente. Ça ne l'est pas encore suffisamment, mais ça va le devenir de plus en plus, parce que la prise de conscience environnementale dans notre industrie, elle se fait jour petit à petit. D'ailleurs, la prise de conscience environnementale, c'est à la fois l'impact sur Terre, mais aussi l'impact dans l'espace. Lancer de plus en plus de satellites, ça augmente les risques de collision en orbite, etc. De déchets, ouais. Donc, on sait où on veut aller. On est convaincu que stratégiquement, c'est la bonne route. En tout cas, c'est le bon point d'arrivée. Ce sur quoi on doit travailler, c'est le chemin et faire les choses dans le bon ordre. Parce que si on est très bon environnementalement au départ, mais sans être compétitif, on va rester... Vous n'irez pas dans l'espace. Voilà, vous restez sur ça n'aura aucun impact positif en termes de réduction de l'empreinte environnementale. Donc il faut qu'on soit compétitif et que le plus rapidement possible, on optimise, on maximise le bénéfice environnemental. Allez, on finit là-dessus. Un peu de projection. À quoi ressemblera l'espace dans 10 ans? Waouh. Alors la réponse facile, ce serait de dire je sais pas. Et c'est pour ça qu'on fait un lanceur qui sera capable de répondre à peu près n'importe quel besoin. Ça, c'est la réponse facile. La réponse plus complexe, c'est... La réponse plus complexe, c'est que le spatial dans 10 ans, dans le spatial de dans 10 ans, il y aura une industrie européenne compétitive qui fera jeu égal avec les États-Unis et la Chine. C'est les deux seuls vrais concurrents aujourd'hui. Ouais, et j'y crois parce qu'on est là. Parce qu'on est là dans 40 nuances de Next et c'est une promesse que tu tiens devant la Terre entière. Voilà, et je reviendrai dans 10 ans. Et ce sera avec plaisir. Un grand merci à toi et merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. Alors juste, il me semble, la dernière fois que j'ai dit ça, je disais qu'il me manquait 400 personnes sur la chaîne YouTube pour atteindre notre goal. En fait, maintenant, il en manque, je crois, une centaine. Donc, si vous êtes abonné sur les plateformes, mais pas sur YouTube, faites-nous plaisir, ça sert les algorithmes et ça nous permettra de faire entendre encore un peu plus fort et un peu plus haut la voix des entrepreneurs. Merci à toutes et tous et merci à toi encore. Merci Thomas. Feuille blanche. 40 nuances de Next.